En we gaan spreken over innovatie, l'innovation. Ja, so this is Rob. Yeah? So Rob speaks English, and that's why. Yeah, correct, hè? Ja. Ik kan ook Nederlands praten. Yeah, and that's why he comes on stage before I called him. Yeah, that's why. So everybody is joining. So I will introduce everyone. So we have Rob. Welcome, Rob. Yeah. Then we have Sylvie, it's me. Yeah? Sylvie, it's me. We hebben volledig aan de andere kant Aurore, die eigenlijk de twee adverteerders zijn. En dan hebben we eigenlijk ook van agentschapszijde, we hebben Thomas die hier moet zitten. Aangenaam Thomas. We hebben elkaar nog niet ontmoet. We hebben Pella. Ja. Hij zei Thomas, kun je het wat hier? Thomas, oké, francofoon. En dan hebben we ook nog Bruno van ProFirst. Bruno, correct, hè? Ok, bah, soyez le bienvenu. Et on va parler de en fait innovation, and it's mentioned innovate or die. Et évidemment, avec tous les changements dans notre métier, avec la digitalisation, désolé, en fait, il y a un rythme d'accélération qu'il faut innover. Mais je vais démarrer avec les annonceurs. Aurore, innovation pour toi, qu'est-ce que tu as besoin? What do you need? Alors oui, innovate or die, je crois que c'est... poser la question, c'est y répondre. C'est important d'innover parce qu'on est dans un monde en plein changement. Ce qui est important pour moi en tant qu'annonceur, c'est une agence qui se remet forcément en question en permanence. Effectivement, ce que j'ai remarqué auprès des agences qu'il y a ici, parce que j'aimerais aussi saluer le travail qui a été fait par eux, c'est qu'ils sont tous innovants dans leur DNA parce qu'ils ont un coup de génie, parce qu'ils ont de l'audace, et surtout parce qu'ils ont un petit côté opportuniste, ce qui est très négatif de notre culture européenne d'être opportuniste. C'est un peu, on essaie de ramener le plus de budget, le plus de clients, mais ils sont opportunistes parce qu'ils ont su s'adapter. On a Digizy qui a commencé dans de la culture urbaine et qui, culture urbaine dit jeune, donc on va se développer sur les réseaux sociaux, on va faire du paid sur les réseaux sociaux. On a Be-Influence qui a commencé avec plutôt des nano-influenceurs, puis après, voilà, ils sont dirigés plus vers du management de talent, des macro-influenceurs. On a Bruno qui fait de l'event, et se passe le Covid, super. Alors on est pro en event, on va aller lancer des centres de vaccination. And we have Ogilvy as well, actually, when I read your file, I was okay. Bam, they deliver all the time. This year in 2022, you have innovated in 3 areas in digital, because you've asked yourself, okay, TikTok is coming. What do? We do TK Live. I mean, it's constantly done. It's constantly changing because we are not there. On n'est jamais là. Est-ce que je comprends que vous travaillez avec les 4 Non, agences? je ne travaille pas avec les 4. Je travaille qu'avec Digizy. Ok, d'accord. Mais vous les connaissez bien. Voilà, vous les connaissez bien. Ok, juste pour comprendre pour l'audience. Voilà. Donc voilà, je tenais à les saluer parce qu'ils sont tous opportuns. Et ça, je pense que c'est important. L'innovation, c'est l'opportunisme. Mais dans votre métier de marketing, si vous devez dire, écoute, what I really need ce que je ne peux pas faire moi-même dans mon métier et ce que je dois chercher ailleurs en innovation, vous avez besoin de quoi? What do you need? J'ai besoin de gens qui ne sont pas dans mon day-to-day, je crois, qui ne sont pas dans mon business, qui arrivent avec des idées fraîches, parce que je suis trop la tête dans le guidon. Et je pense à des solutions qui sont toutes faites. Il faut juste sortir de ma boîte pour m'apporter des solutions. Ça, c'est important. Et Sylvie, Nederlands, francofoon? Zoals u wilt. Zoals ik wil. Misschien het Nederlands doen, dan Kan ik eens voor een beetje balans Ja, houden? voilà, Ja, maar hier was veel Nederlands. Hier was veel Nederlands. Je continue en français alors. On peut mélanger. On fait ce qu'on veut en fait. Donc, mais en fait, innovatie bij It's Me. Wat zijn jouw noden? Maar ik ga inspringen dan naar het agentschap en nadien. Ja, tuurlijk. Ja, innovatie bij ons is het dagelijks leven. Dus wij zijn sowieso in een heel innoverende sector. Onze klanten zijn ook heel innoverend. Dus we zitten soms op een ovni of op een totaal andere manier van de zaken te kijken. En we hebben ook agentschappen nodig die innoverend zijn. Maar je hebt natuurlijk innovatie in het hele technische gedeelte, in het IT-gedeelte. Waar ik natuurlijk super van ben, is innovatie en creatie. Mensen die op een andere manier aanpakken, die zeggen van oké, laten we niet gaan naar het visuele, laten we het auditieve gaan. Of laten we gewoon het fysieke nemen van een meubilair, van een plek. Dus meer van het experience gedeelte. Want ik denk dat daar innoverende producten zeer sterk zijn. Het is niet wat je op dat moment meemaakt, maar de souvenir ervan. Dat is een beetje zoals vaak dat we zien ook in ons leven. Van, dat we toen
meegemaakt. En dat is eigenlijk de sterkte van die creativiteit en van de innoverende ideeën, dat ze op lange termijn ook bijblijven. Maar ik hoor, ik vind het interessant wat we spreken hier eigenlijk al van, we hebben innovatie en creatie, dat is vooral eigenlijk het denken-challengen, als ik het zo even mag definiëren. En dan heb je de technische kant. En dan hebben we hier een aantal partijen natuurlijk, die heel veel ingezet hebben op een bepaalde marketingtechniek. Thomas, je vais peut-être démarrer avec, influencer marketing, we know. But, what is so specific, or how did you make sure that que vous étiez fort en fait dans cette nouvelle approche de influencer marketing? Il faut quand même venir avec une approche spécifique. Ouais, on n'en savait rien au début. Nous, on a lancé ça. Ça, c'est honnête. Mais c'est vrai. On s'est lancé dans une industrie ou dans une verticale qui était déjà très neuve à l'époque et que tout le monde ne comprenait pas. Et dans cette verticale, on s'est lancé dans l'aspect le plus neuf encore de ça, qui était les nano-créateurs. Où en fait en Belgique, quand nous on a commencé, quasiment personne n'en faisait. Et les annonceurs avaient un peu du mal à comprendre ce qu'était l'influence. Et donc quand on leur a parlé de nano-influence, on a perdu beaucoup de personnes. Mais on a persévéré là-dedans parce qu'on était persuadé que cette innovation de la nano-influence, dans l'influence, était le chemin le plus porteur sur le long terme. Et puis après, évidemment, on a innové dans notre approche en se disant on va pas faire que de la nano, on va faire de la micro, puis de la macro, puis de la méga. Mais nous, l'innovation, c'est ce qui nous excite. On est certes fondateur d'agence, mais on est avant tout entrepreneur. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on a cette envie et ce besoin même d'innover. Et Be-Influence, ça existe depuis combien de temps maintenant? Alors, on a lancé en 2017, mais on était encore étudiant à Solvay. Et on a reçu nos diplômes en septembre 2019. Et on s'est lancé full-time en septembre 2019. Parce que ce que je trouve intéressant, parce que évidemment on entend les annonceurs, eux ils disent we want innovation, et puis on peut dire comme agence, on va organiser cette innovation, mais ce que j'entends chez vous, c'est devenu un peu organique. C'est on learn and innovate by doing. Ouais, exactement. Et puis, il y a les annonceurs qui disent on veut de l'innovation. Et puis, nous, on apporte une innovation qui est peut-être un peu trop radicale. Donc, les annonceurs disent oula, non, on comprend pas. Finalement, on veut de l'innovation, mais pas trop. Donc, voilà, c'est un peu un équilibre à trouver, évidemment. Et nous, on est très ravis et très contents de l'avoir trouvé. Et puis, maintenant qu'on est fort dans ce qu'on fait et que l'influence est comprise par beaucoup de personnes, et après, on peut innover autour de notre cœur de métier. Donc, ça, c'est très cool. Oké, I will take Pelle. Pelle. Ja, ik vind Pelle. Wie kent er hier allemaal Digiziek? De helft. Dat is toch wel redelijk goed. Ja, de helft. Ja, ik vond dat goed. Ja. Ik heb het nu leren kennen ook door in feite dit panel, dus dat is heel leuk. Mission accomplished. Ja, kijk. Dus, maar het gaat eigenlijk over interactieve muziekmarketing. Dus maar leg eens uit, hoe kom je daarbij? Ja, het verhaal is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het verhaal van Be-Influence. Digiziek, ik ben zelf geen oprichter, maar Digiziek is in 2011 opgericht door twee mensen die niks van reclame kenden. Die met muziek en merken wilden gaan coole dingen maken. En dus als wij kijken naar innovatie bij ons, is eigenlijk, dat is ook een woord dat we er niet echt op plakken. We gaan gewoon kijken naar hoe kunnen we relevant blijven, hoe kunnen we ons aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maatschappij verandert, consumenten veranderen, cultuur verandert. We gaan kijken naar die cultuur, hoe kunnen we daar relevant in blijven. Ja, dat kan je innovatie noemen, ja, dat is waar. Maar voor ons is dat eerder een manier om ons werk interessant te houden aan de ene kant en aan de andere kant relevant te blijven. Dus dat is iets dat wij gewoon eigen hebben gemaakt aan ons DNA. En wij proberen, en doen daar ons uiterste best voor, om op die manier te blijven werken. Wij gaan, en met alle respect voor de sector natuurlijk, ik werk er ook al lang in, maar wij gaan zo weinig mogelijk proberen te kijken naar de sector. En de innovaties en de tech. Wij gaan in ons geval gaan kijken, waar gaat cultuur naartoe? En een concreet voorbeeld voor ons is dan bijvoorbeeld Stromae, Travis Scott, Beyoncé, dat zijn muzikanten, maar die zijn veel meer dan muzikanten geworden de afgelopen jaren. Hè. Dat zijn merken, dat zijn entertainment, conglomeraten, die zijn met design bezig, met art, lifestyle. En eigenlijk zijn wij door daarnaar te kijken meer en meer gaan van muziek gaan groeien naar die andere polen.
En dat definieert hoe dat wij naar innovatie kijken. Dus een groot woord dat er vaak op geplakt wordt, maar voor ons eerder gewoon slim zijn en een beetje luisteren. Wat ik van jullie hoor in feite is dat jullie eigenlijk innoveren door profielen aan te trekken die dat eigenlijk in hun lijf hebben, om het zo te zeggen. Ja, dat is wel absoluut. Ik ga daar zo, straks misschien wat dieper op ingaan. But Rob, I'm just going to make a jump because here we have kind of agencies that are launching in a specific domain and they are innovating by just working with people that have that in their mindset. I can imagine Ogilvy Social Lab, it's more organized, or how do you make sure to stay innovative? Yeah, I think it's important to, and I mean, what these guys are doing is amazing. So, you know, and I think that they're evolving and they're entrepreneurial at heart. And for me, I think it's really interesting. You know, if you think about our industry, and it's perhaps a little controversial to say, but I think it, you know, are we that innovative? You know, to be honest, you know, in many ways, our industry is probably, you know, in some ways structurally has got the same structure that we had, you know, many decades ago. And I think that we are disrupted often by entrepreneurs. And it's entrepreneurs like these guys that are coming up and changing the industry. And so to me, you know, we have to really question our industry and question whether we are prepared to innovate enough. You know, for me, the definition of innovation is, are you prepared to take risk? And that's at the heart of what entrepreneurs do. Entrepreneurs are wired to take risk, and Thomas has taken big risks in his life to kind of make, you know, to get that business off the ground. I think we're very lucky at Ogilvy Social Lab that we have risk, you know, wired into our DNA. I mean, our founders are serial entrepreneurs. They started many businesses. They've created a culture, and that's the other thing about innovation. I think it's culturally part of your DNA. The irony in our industry is that we've got so many innovative, fantastic, amazingly creative people. And yes, we're innovative on the day-to-day, but we're not really big risk takers. We don't take big business risks. And that's the dilemma for me, is that why are there so many amazing creative people in our industry, but we're not taking big risks? You know, it really comes down to the entrepreneurs to take the risks. And we're very lucky in Ogilvy Social Lab that we have that culture. And, you know, to be honest, we're also sitting in an organization, a global organization that they've come to expect from Belgium, from Ogilvy Social Lab in Belgium, a kind of a pipeline of innovation. So we have a very fortunate situation where the global organization wants us to innovate. They force us to distribute our innovation into their system. So it kind of gives us a real head start in this. But my view and challenge to this industry is, how do we unlock the young entrepreneurs that will disrupt our industry? Because at the moment, I don't think enough people, young people, are disrupting our industry, and kudos to these two guys. Will you make an offer to Pelle and Thomas to buy them? Or, no, to be honest, I think that's the future of our industry is disruption, and you guys are doing it. Thank you. Yeah, Bruno, je vais être méchant. Est-ce que tu as dû innover par obligation de situation Covid? Ou c'était déjà un peu dans l'idée? Oui, et honnêtement, c'est pas une question méchante. Quand on est dans le monde de l'événementiel, que tout s'arrête et que on se demande comment on va survivre, le fait de pouvoir détecter une opportunité, répondre à un appel d'offres et en 15 jours obtenir une réponse en 15 jours, monter plus de 50 centres de vaccination, c'est des lieux, des équipes, comprendre ce qui est en train de se passer, dialoguer avec la VIC, les médecins, les pharmacies et gérer ces centres. C'est 12 millions de vaccins en quelques mois qui ont été injectés, engager 1500 personnes pendant le Covid, et donc très très compliqué parce que il faut aller rechercher à différents endroits et après continuer, se renouveler, on ferme, on ouvre, on adapte, c'est vrai. Alors fondamentalement, on peut considérer que c'est pas le monde de l'événementiel, mais en même temps, c'est un lieu, on doit amener des gens, on doit les gérer sur place. C'était presque la même chose que ça. Et est-ce que vous êtes aussi parti dans des expériences digitales alors, plutôt que real life experiences?
Non, parce que en fait tout ça était très centralisé et donc on recevait des fichiers, des datas et on devait les gérer. Je crois que ce qui est surtout très important, et ça fait partie de l'innovation, c'est l'adaptation. C'est comment à un moment ou à un autre, on démarre avec un centre, puis on se retrouve avec 50, puis on doit faire des centres itinérants, et qu'à un moment, on se retrouve avec des gens qui viennent avec la mauvaise procuration ou les mauvais documents, et ainsi de suite. Et donc, voilà, je crois que c'est ça. Après, on est en train de gérer les centres d'accueil des Ukrainiens maintenant, et on est venu nous voir parce qu'on avait bien fait ça pendant la vaccination. Et là, on a une trentaine de centres d'accueil des Ukrainiens. C'est fondamentalement à 200 km de notre métier. Mais en même temps, c'est des opportunités. Je pense qu'une innovation, c'est comment est-ce qu'on prend c'est comment on utilise son instinct pour trouver des solutions. Ça me paraît important, et je pense que je l'ai utilisé à un moment dans la présentation, c'est l'université de l'erreur. C'est que vous faites une erreur, vous trouvez une autre solution, vous faites une erreur, vous faites une solution. L'entrepreneur, il travaille comme ça. Il ne travaille pas comme ça. Il n'arrête pas de rebondir en faisant une erreur et trouvant une nouvelle solution. Et après, c'est aussi, comme vous le disiez très bien, c'est une question de culture. Si votre entreprise elle est adaptée à réagir et que ça fait partie de ne pas avoir peur, s'engager, avancer, je pense que ça fait partie des recettes de l'innovation. Alors Sylvie, qui devrait prendre l'initiative pour innover, l'annonceur ou l'agence? Je crois que ça vient des deux côtés, mais je crois qu'on doit le prévoir aussi de notre côté. Moi, je me suis toujours amusée à voir. Bon, j'ai pas les mêmes budgets qu'Aurore, hein, donc que tu crois. Non, je peux te le dire. Donc, je dois déjà être vachement innovante avec les budgets que je reçois. Créatif, on dit. Non, innovant. Mais par contre, je me suis toujours amusée à garder une partie du budget pour tester des choses. Et je crois que c'est toujours important. Combien? Is it 70-20-10, hein? The 70-20-10 rule? Non, 25%. Quand même. Ouais. Nice. Je l'ai pas toujours dit. Hein. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'était important pour pouvoir tester des choses, travailler avec des personnes qui étaient décalées, qui avaient des nouvelles idées, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs aussi dans le marketing et dans d'autres choses, pour donner leur chance, parce que c'est le seul moyen d'y arriver. Je veux dire, nous aussi, à un moment donné, on a une autre chance en tant qu'ITMI, donc je suis assez... je sais ce que c'est. On a une équipe qui fait du R&D, et donc je trouve que moi aussi, j'ai droit à avoir une partie de R&D. Et alors, il y a des bonnes idées, il y a des fausses bonnes idées, il y a des bonnes histoires, mais je crois que ce serait bien aussi de notre côté de chaque fois garder une partie du budget pour tester des choses et donner de la chance à des nouvelles idées. Alors. Je crois que notre métier, il n'est pas du tout figé. On peut pas. J'ai toujours 5 chantiers ouverts. Je peux jamais me dire ok, là j'ai bien fait, j'ai la meilleure structure, la meilleure campagne. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut s'allouer de l'espace et laisser à nos agences la chance de venir. Je me bats un peu au quotidien contre certains collègues qui veulent se rassurer avec des formules toutes faites. Qui s'appelle parfois GRP, genre de choses un peu cheloues. Moi qui suis digital, ça me fait un peu mal aux oreilles, mais soit. C'est important, certes, mais effectivement, il faut pas se dire qu'on a une formule magique. Il faut tester, comme tu le disais tout à l'heure, quoi, et oser se planter. Je me plante souvent aussi, mais ça, je le dis pas trop. Ou alors, je transporte les reportings. Ça, c'est aussi une grande qualité, je pense, de nos métiers, c'est de pouvoir faire parler des reportings. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, le droit d'erreur, hein, the right to fail, je suppose que c'est quelque chose qui est très important dans l'innovation, because otherwise you're basically breaking innovation, I would guess. Yeah. Yeah, absolutely. I think that if you aren't creating the culture in which there's, I suppose, safety, I think that you will, and that comes back to also, how you financially structure, the, companies as well. Because I think if there's too much control, you kind of squeeze innovation out, and you don't create the safety for people to really experiment. And I think that that's so important for me. Underlying any successful innovation company is not only the willingness to take risk, as I said earlier, but it comes down to culture. And how you create and curate and maintain that culture is so fundamentally important. But do you get that from international, or does innovation also is alive in the local organization? I've worked on both sides of I mean, I've worked in Ogilvy for a long time, so I've worked internationally in other Ogilvy markets, and I've worked in Belgium. I think that
the Belgian experience is unique. It is particularly innovative. I think that not all networks allow. Often innovation is at the center, somewhere at the center of an organization. It's not often encouraged at the extremes or in the markets as much. In Belgium, that's the reverse. I mean, there's amazing momentum of innovation that we have locally that we're able to send the other way. So I think that our situation is quite unique, and I think it's got to do with the unique culture that has been built at Ogilvy Social Lab, and that allows for innovation to kind of accelerate in our context. Culture. I will ask. Yeah, Thomas, vas-y. Ouais, si je peux rajouter un truc, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup du droit à l'erreur pour innover, mais il y a surtout une obligation de résultat dans notre industrie. Et nous, on n'est jamais arrivé devant un client en disant donnez-nous un budget, on va innover et puis on verra bien. On a toujours dû être hyper convaincus et convaincants de notre approche et de notre solution, et on ne s'est jamais laissé le droit d'échouer. Et donc voilà, c'est aussi un équilibre à trouver. Je pense que c'est peut-être un peu plus simple pour des agences déjà bien implantées qui ont un peu ce goodwill, mais pour des inconnus comme nous, quand on débarque, on ne peut pas dire ah oui, on va tester des trucs et puis on verra bien, quoi. Comment vous assurez cet équilibre? Parce qu'effectivement, c'est intéressant et ça peut être un frein à l'innovation parce que vous avez peur évidemment de perdre le client. Ouais. Maintenant, on est relativement, on est très à l'aise avec toute une série de nos clients. Donc, on parle de manière très transparente sur ce qu'on aimerait bien faire en plus de notre cœur de métier, comment on l'approcherait et puis les résultats que ça pourrait donner. Mais au début, non, on a juste dit oui, on va le faire, tout va très bien se passer. Et puis, on a tout fait pour que tout se passe très bien, quoi. Ouais. Bruno. Je crois qu'il y a deux types d'innovation, en tout cas dans une partie de nos agences. Il y a l'innovation à l'intérieur de l'agence. C'est comment on se réinvente à l'intérieur de l'agence pour revenir avec des nouvelles offres et des nouvelles solutions. Et puis il y a les innovations créatives que l'on propose à nos clients. Et à ce niveau-là, la capacité à être innovant, ça se fait ensemble. C'est la capacité à accepter une idée et c'est la capacité à la réaliser. Est-ce que quelqu'un dans le public va me faire le plaisir que je peux jeter le cube? Do we have questions? Huh? No? No? Not yet? Then I have a closing topic. I have the feeling that this year is the year of AI. Huh? Ja, hè? Ja, toch, hè? Yes. So, Pelle, what can you do with that? Do you have a minute? Yeah. I think I've never been so excited and bored of a topic at the same time in my life. Sorry for that. No. The night is long, Alex. Dat is een struggle. Hè? AI, we moeten daar eerlijk in zijn. Het is plezant om met te spelen en zo. We proberen er een beetje afstand van te nemen naar gekul. In ons geval, omdat we dan proberen te kijken, oké, cultureel, maatschappelijk, wat is de impact daarvan? Maar het is zo enorm en zo moeilijk te bevatten. Het is zo een van die grote topics dat bijna te groot is voor onze kleine breinen. Als je het eigenlijk bekijkt, hebben wij een fundamenteel probleem met wie dat we zijn als DigiZig met een AI. Het grote probleem van AI is dat eigenlijk een soort van samenvatting is van de messy middle. De mainstream, de median, die eigenlijk gepusht wordt in een soort van absolute waarheid die niet is. Als wij dat dan creatief of strategisch proberen te gebruiken, want natuurlijk hebben we al briefings van klanten in ChatGPT ingevoerd en dan gekeken wat dat daaruit komt, dat is heel generiek. Dat is echt shitty middel. Als agency dat met cultuur bezig is en ook subcultuur, wij willen aan de fringe zijn. Dus zonder te pedant te klinken, vind ik het eerder de briefing voor onze teams intern om werk te maken dat zo sterk is dat het op latere gebied als AI slimmer wordt, kan dienen om niet alleen maar mainstream te maken. En dat is toch wel naast het feit dat LinkedIn precies één grote AI-community geworden is dat toch wel vooral hoe dat wij daar tegenwoordig mee bezig zijn. Maar
ik geloof er wel in, maar nog niet meteen. Rob, I feel you want to add something. Yeah, yeah. I mean, I share your boredom and excitement with AI. I think it's. Yeah, I mean, to me, it's, you know, we've gone through so many revolutions from the, you know, the internet and mobile, and I genuinely think that this is the next inflection point for our industry. Having said that, I think that for the next 2 years we're going to be in some kind of messy experimentation, and I think we're going to have a lot of bluster about AI, a lot of, you know, we don't know what the ethics are yet, we don't know what the legal issues are fully, but if you think about the implications for productivity across, you know, research, community management, you know, everything from the amazing world of kind of the imagination that generative AI can deliver. I think that for me, the really exciting parts are what's going to happen when we really get personalization right with AI, and we start to drive amazing optimization and personalization and reporting, and, you know, to me, it's going to be an explosion. I think that the challenge for our industry is, what is our responsibility as an industry to train our people to work in this new world? What do we need to do now? What is the learning culture that we need to instigate in our agencies to get people on, you know, equipped with this, comfortable with it? You know, because otherwise, I think we're going to do a disservice to our current employees. So for me, the challenge right now is, how do we unleash a learning culture around AI, not picking a tool or doing X, Y, and Z specifically, but having a learning culture around it that we can, you know, we can get people comfortable with it. Perhaps AI is the help that you can do your research faster and can spend more time on creativity, which is then where a plus. Bruno. Moi, je pense qu'on a eu une réponse à cette question aujourd'hui. Quand vous avez 600 patrons des techs qui demandent un moratoire sur l'utilisation de AI, c'est le début de la réponse. Et je pense qu'il faut aborder, en tout cas, il faut l'intégrer dans le modèle d'intégration de nos métiers. Et on verra comment les choses vont se passer. On va voir quelle est la réaction. Comment est-ce qu'une industrie qui a inventé cette solution fait un pas en arrière aujourd'hui en se disant, il va falloir qu'on réfléchisse parce qu'on n'est pas sûr. Et je crois que ça va nous influencer tous. Et ça peut être un motivateur pour même innover plus. Mais Aurore, ça me fait un petit peu penser, donc voilà, je rejoins tout à fait Pelle et ce qui a été dit. Ça me fait un petit peu penser à mon époque d'agence où j'avais un annonceur qui venait vers moi en me demandant, mon objectif c'est de faire du buzz sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on en est un petit peu à ce niveau-là aujourd'hui. Ce qui est important, je pense, en tant qu'annonceur et quand on innove, c'est d'innover pas spécialement pour gagner des prix. En tout cas, c'est pas pour ça que je suis payée, mais c'est pour faire mouche dans l'esprit du consommateur et faire quelque chose qui résonne chez lui. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a, je pense, pas encore tout à fait trouvé l'adéquation entre AI, créativement parlant, et le consommateur dans son day-to-day. Donc, laissons-nous un petit peu le temps de réfléchir et faire du buzz en AI plus tard. Question entre-temps. Do we have questions? Thomas, imaginons que moi je lance demain un AI-driven avatar influencer platform. Imagine. Yeah? It exists, Rob says. Yeah? What do? Do you have it? Non. Oui, mais Rob a tout à fait raison, ça existe. Après, la question, c'est quelle est la qualité de ça? Et je rejoins tout à fait ce qui a été déjà dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se lancent en disant oui, on est AI-driven, c'est le futur, etc. Mais le futur, pour l'instant, dans la majorité des cas, il ne me fait pas hyper envie. Je pense que la créativité, elle est hyper importante parce que l'AI, c'est une machine, que la machine elle est dépourvue d'émotions et que nous, notre seul métier en tant qu'industrie, notre seul objectif, c'est de procurer des émotions au public cible de nos annonceurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Donc voilà, les influenceurs virtuels, oui, gros sujet, et puis on verra bien comment ça évolue, mais on a un peu le temps avant de tout rechanger de nouveau dans la com. So the more human we stay, the better off we are. Pelle? Well, I want to add to that. One of the
most interesting things, I think, when you take a step back on the whole subject of AI is the enormous emotions that are around the topic. Like I've never seen before with any other innovation. I mean, I'm really talking big innovations, biotech, the chip. Nobody was against those things. Now, so many people are against AI. So I think there will be huge cultural shifts and trends with for and really being for, like an AI that dominates every step you take in your life, like Fitbit, but then an AI. And on the other hand, people that will be completely averse to anything AI, and you will almost have to sell your ideas as made by humans as a sort of label. Will it be a quality label? Yeah. I'm not sure, but like that's gonna be, I think, one of the most interesting things. Yeah. En ook misschien met een filosofie, schrik leidt alleen maar tot wat het wil vermijden. Met dat, dankjewel Rob, dankjewel Bruno, dankjewel Thomas, dankjewel Pelle. Merci Aurore, merci Sylvie.